Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va être d'un genre un peu particulier. C'est une vidéo confidence, c'est une vidéo bilan de l'année que je viens de passer, voilà, ou de l'année que je me suis imposée. Je ne sais pas, vous allez peut-être mieux savoir que moi, le commun des mortels saura peut-être mieux que moi. Donc, pour tout vous expliquer, j'ai passé une année riche d'émotions, riche de questionnements et surtout, on va dire, riche d'apprentissage. Je suis une personne qui, pour pouvoir apprendre et comprendre des choses, je pense, sur elle-même, a besoin de tenter des expériences. Voilà. J'ai une forte tendance, je pense que vous l'avez vu avec les multiples activités que j'ai pu vous montrer, ou les multiples fonctions que je peux opérer, ou projets que je peux avoir à travers mes vidéos, que je fais beaucoup de choses dans mon quotidien, dans mon établissement scolaire, mais pas que, même dans ma vie personnelle. Je fais des chroniques de livres, je travaille avec des maisons d'édition, j'écris des livres, je fais du podcast, enfin, je fais énormément de choses parce que j'adore le fait de pouvoir multiplier les activités, j'ai plein de passions et j'ai toujours envie de faire de nouvelles choses. Et il y a eu un moment donné, l'année dernière, où, au-delà du fait que j'adore multiplier les choses, je me suis surtout dit, j'ai l'impression de tourner en rond dans mon métier. Voilà, j'avais l'impression de répéter, enfin c'est pas une impression, je répétais inlassablement le même cours, même en variant les activités, l'histoire géo est figée dans le temps, donc à partir de là, l'histoire ne sera pas modifiée. Et surtout, j'ai eu un espèce de moment où en fait, j'avais l'impression que je n'apportais plus rien à mes élèves. Où vraiment, j'étais des fois en classe et je me disais... j'ai l'impression que je sers pas, que je ne suis pas utile, j'ai l'impression que les élèves ne veulent pas apprendre de toute façon, donc qu'est-ce que je fais là? Et face à cette impression de ne servir à rien, face à cette impression de tourner en rond, je me suis dit, en fait, je dois vraiment avoir envie d'autre chose. Plus le fait que des fois, je pense que vous regardez tous les infos, ou pas, sinon je vous y invite. Bon, il peut y avoir des moments où, quand on est confronté à certaines réformes de l'éducation nationale, quand on voit aussi la fonction publique, l'état de délabrement dans certains moments, quand on nous dit qu'on n'a plus d'argent pour ci, pour ça, où en fait, vous avez un peu l'impression de vous dire, je suis juste corvéable à merci, si je suis juste là pour faire de la garderie, je sers à quoi? Alors, je suis pas que là pour faire de la garderie, bien sûr, hein, je veux dire, je fais cours, je ne fais pas de la garderie, mais... des fois, on a un peu l'impression que c'est l'image qu'on veut nous faire passer, et du coup, j'avais un espèce de sentiment d'abattement, d'inutilité, et vraiment, en plus, on est face à une génération d'élèves qui, pour beaucoup, ne trouvent plus de sens, en fait, à la raison pour laquelle ils sont là, qui n'ont pas envie d'apprendre, qui n'ont pas envie de travailler, et c'est vrai que j'étais là et je me disais, bon, je fais cours pour 3 élèves, super, je ne sers à rien, et du coup, je me suis dit, c'est pas grave, de toute façon, je m'étais toujours dit qu'à partir du moment où je me lasserai peut-être de mon métier, ou je n'aurai plus ce sentiment d'utilité, je changerai. Et notamment dans les multiples possibilités auxquelles j'ai pensé, il y a toujours eu le fait de devenir chef d'établissement. C'est-à-dire que je suis arrivée dans mon établissement quasiment la première année, j'ai dit à ma chef d'établissement, un jour je serai à votre place. Et c'est vrai que je m'étais interrogée à la fin de l'année dernière en me disant, je vais préparer le concours, je vais m'inscrire à la formation. Et en fait, après, je me suis dit, non, pour plusieurs raisons, déjà parce que j'avais des migraines et du coup j'étais très fatiguée et je me suis dit non. Ensuite je m'étais dit non parce qu'après réflexion, je suis pas sûre d'avoir envie, pas de ne pas en être capable, mais d'avoir envie de faire appliquer des réformes auxquelles je ne crois pas, avec les faibles moyens finalement qu'on a à sa disposition. Donc je m'étais pas inscrite. Sauf qu'entre temps, l'année a démarré, de nouveau j'étais là genre je sers à rien, il me faut un nouveau projet, il faut quelque chose dans lequel en fait je crois pour m'investir. Et du coup je me suis inscrite finalement au concours. Mais je me suis dit, c'est pas grave, de toute façon, je me suis même pas inscrite à la formation, je l'aurai pas, donc je vais juste tenter pour voir ce que c'est. On m'a fait plusieurs fois la blague du « mais vous pourriez l'avoir, vous savez ?» Et moi j'étais là à chaque fois, non, parce que vraiment, j'y vais en touriste. Alors, je dis j'y vais en touriste. J'y vais en touriste, oui et non, c'est-à-dire que je me suis pas non plus réveillée un matin en me disant « tiens, allez, ça ressemble à quoi l'épreuve ?» J'ai lu les rapports de jury, j'ai regardé à quoi ça ressemblait, j'ai eu la chance d'être accompagnée aussi par mon chef adjoint et mon chef d'établissement qui m'ont fourni des aides, qui m'ont montré à quoi ça ressemblait, mon chef adjoint m'a montré aussi des diaporamas pour pouvoir expliquer les attentes de l'épreuve de l'écrit. Je me suis rendu compte que l'écrit en lui-même, c'était pas quelque chose que je trouvais compliqué, parce que pour moi c'est de la méthodologie, c'est-à-dire qu'en fait vous avez des circulaires ministériels, vous avez une mise en situation, par exemple là lors de l'écrit du concours que j'ai passé en janvier, c'était vous êtes nommé dans un établissement scolaire,
les résultats d'entrée en 6e du collège sont pas bons. On constate que du coup les élèves qui ont des mauvais résultats en 6e, ce sont les mêmes qui se retrouvent au brevet ensuite, et que ça a un impact sur l'orientation et sur ce genre de choses. Les équipes sont démotivées. Que faites-vous? Que mettez-vous en place, notamment à travers le conseil école-collège, pour essayer de remotiver les équipes? Et à partir de ça, vous aviez des circulaires ministériels, il y avait des textes sociologiques, il y avait des graphiques, il y avait, je ne sais plus, des lois peut-être, non c'est des circulaires. Enfin, il y avait ce genre de choses, et en gros, à partir de là, fallait établir un plan, donc classer les informations, faire une intro, faire une conclusion, et tout ça en 6 pages. Je précise en 6 pages parce que c'est une note de synthèse, en fait, de ce dossier documentaire qui vous est donné et de cette mise en situation. Mais moi, 6 pages, je veux dire, j'écris des romans. 6 pages, c'est pas beaucoup. Mon problème, c'était de faire simple. C'est-à-dire que, je vous jure, je me suis arrêtée à la 6e page, genre au dernière ligne, en me disant c'est bon, ça passe. Mais vraiment, j'avais l'impression qu'en fait, j'avais rien dit. Parce qu'en fait, j'aurais pu m'étaler pendant des heures sur le côté plus théorique et sociologique que je trouvais tellement intéressant. Parce que vraiment, le dossier, notamment au niveau des documents sociologiques, sur l'égalité des chances, sur le fait que les origines socio-économiques, culturelles, environnementales conditionnent finalement notre orientation, qui sont super tristes parce qu'on se dit, du coup on a l'impression qu'en fait dès la maternelle votre vie entière est jouée, et que si l'école ne compense pas toutes ces inégalités de base, vous n'allez pas réussir dans votre vie, c'est hyper flippant, ça met une responsabilité encore plus grande sur l'école. Enfin, je trouvais ça hyper intéressant, le dossier était super intéressant, et c'est vrai que l'épreuve donc dure 5 heures, mais en fait, même en prenant mon temps, même en réfléchissant, je suis tellement habituée à écrire et à faire des plans, enfin pour le coup c'est un truc, c'est l'exercice de mon... Enfin je suis historienne, je fais des dissertations depuis des années, que au bout de 3 heures d'épreuve, j'avais fini. Et genre je regardais les autres et je me disais mais il y a un truc, j'ai dû manquer un truc, enfin c'est pas possible, enfin je comprends pas. Du coup je suis partie, en me disant mais je suis partie au bout de 3 heures d'épreuve sur 5, enfin super, génial. Déjà que j'étais un peu arrivée en retard, je m'étais dit ouais d'accord, déjà t'arrives en retard, il y a tout le monde dans la salle, tu repars avant, super, génial, belle image. Je suis rentrée chez moi et je me suis dit, ça passera jamais, enfin c'est pas possible. Sauf que j'ai été admissible. Voilà. Donc je sais plus quand c'était, 16 février je crois. Oui, 16 février, le jour de la sortie du coup de mon roman, c'est ça. Et de la naissance de la petite fille de la fille d'une de mes amies dont je suis très proche. Eh bien je reçois cette nouvelle et j'étais là, ah, d'accord. D'accord, ok. Donc moment de panique, je dois vous avouer, parce que entre-temps, au-delà du côté super cool, je vais passer un concours parce que j'adore faire des dissertations. C'est bon, enfin, il y a des gens comme ça, ils prennent leur plaisir en faisant des plans et des dissertations. C'est le cas pour moi. J'adore faire ça, j'adore réfléchir sur des sujets, j'adore faire des disserts. Quand je passais le CAPES, mon plaisir c'était de faire des sujets. Voilà, ça peut vous paraître bizarre. Moi, j'aime beaucoup ça. Et donc, du coup, je regarde cette espèce de... Voilà, j'étais là et je me disais, panique. Parce que, en fait, je vous disais, entre-temps, j'avais quand même... Parce que j'ai fait les choses à l'envers, c'est-à-dire que il y avait l'attrait du métier, parce que le métier m'intéresse toujours. Je trouve que le métier de chef d'établissement est un super métier. Alors, non seulement je trouve que c'est un super métier, mais je trouve qu'en plus, c'est un métier qui est pas assez considéré, parce que les professeurs, et j'en fais partie des professeurs, hein, et là, j'en ai d'autant plus pris conscience après en allant à la formation, c'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que c'est le chef d'établissement pourrait tout faire, et en gros, quand on est énervé, notamment contre une réforme, on s'en prend à qui? On s'en prend au chef d'établissement. Forcément, parce qu'en fait, on peut pas s'en prendre à la télé, j'ai pas envie de casser ma télé, ni au ministre qu'on ne voit jamais, de toute façon. Le ministère, c'est un truc un peu flou. Donc du coup, bah, forcément, notre organe de communication privilégié, c'est le chef d'établissement. Et on a toujours l'impression que le chef d'établissement, en gros, bah, il a tous les moyens. Et c'est vrai que, finalement, en discutant, je me disais, bah, pas tellement parce qu'il est pieds et poings liés. Les réformes, il est pas toujours forcément d'accord non plus. Maintenant, on lui demande pas forcément on lui demande pas de se dire, bah, je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. On lui demande, en fonctionnaire d'État, d'agir en fonctionnaire d'État, c'est-à-dire de faire appliquer la réforme. Après, il y a des manières de faire appliquer les choses, c'est-à-dire que on peut gérer un établissement en étant humain, en essayant de dire, ok, on est obligé de faire ça, c'est le côté injonctif, maintenant, essayons de trouver des solutions ensemble pour faire au mieux, pour que chacun se sente bien dans cette fonction-là, mais il y a le côté injonctif qu'on peut pas enlever. Et c'est vrai que, bon, ce côté injonctif m'avait toujours un peu perturbée, mais je me disais, bon, c'est pas grave, hein, à la limite ça, c'est vrai que j'ai un chef d'établissement cette année avec qui, enfin, dont j'apprécie vraiment beaucoup sa manière de manager l'établissement, parce que c'est un côté très 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 humain. Au-delà du côté, ben, l'injonction du ministère, il y a vraiment un côté très humain, et je me disais, c'est vrai que la personnalité du chef d'établissement influe aussi
sur la manière dont les décisions sont mises en place dans un établissement scolaire. Donc je me disais, c'est vrai qu'en fait, une fois qu'on est sur le poste, il y a certainement des choses qu'on peut faire. Et comme je suis toujours dans cette truc de, mais oui, si, on peut faire des choses, ça c'est cool. Mais par contre, je n'avais pas envisagé une chose. Alors, j'avais bien noté qu'un chef d'établissement doit techniquement habiter dans l'établissement. Ce qui était un frein déjà dès le début, où j'étais là, ouais, je suis pas sûre de vouloir. Alors, dans les faits, vous n'êtes pas obligé, maintenant, faut pas habiter loin, parce que vous êtes quand même responsable de l'établissement. Et surtout, c'est un métier qui demande un investissement permanent. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, hein, quand j'ai rencontré la conseillère mobilité de carrière, l'équivalent du RH, du rectorat, elle m'a dit « Non, mais on a nos week-ends, on peut arrêter de travailler à 18h. » Bah, j'aimerais bien savoir quel chef d'établissement s'arrête de travailler à 18h, parce que moi, tous les chefs d'établissement que j'ai vus, j'en ai pas fait 36, d'accord, j'en ai vu 3, à 18h, ils étaient toujours là, à 21h, ils étaient toujours là, quand on les appelle le week-end, ils vous répondent, pendant les vacances, bah, souvent, ils sont là une partie des vacances, donc j'aimerais bien savoir, en fait, où sont les chefs d'établissement qui s'arrêtent de travailler à 18h et qui ne bossent pas le week-end. Vraiment, j'aimerais savoir. Enfin, et surtout, en fait, donc il y a ça, alors que moi, je me disais, mais t'as réfléchi à ça, Caroline? Non, parce que moi, le week-end, je suis souvent en salon du livre, je suis souvent en convention, je consacre quand même la majorité de mon temps à l'écriture, à faire des podcasts, à faire du service presse pour les maisons d'édition. Je vais faire ça quand, en fait, si je suis chef d'établissement en même temps? Et je me disais, et en plus, c'est vraiment un truc auquel je tiens, c'est pas juste... Ça a été pendant longtemps juste une passion que je faisais à côté. C'est plus une passion, en fait, maintenant, c'est vraiment un équilibre de ma vie. L'écriture, la lecture... ce que je fais là, en fait, j'adore ça, j'adore ce milieu littéraire, j'adore ce milieu d'auteur, et je me disais, mais en fait, finalement, j'ai pas réfléchi que si je devenais chef d'établissement, je devais me consacrer essentiellement à l'éducation nationale. Alors bien sûr, oui, je trouverai peut-être un peu de temps pour écrire, mais ce sera plus ma priorité. Enfin voilà, ce sera plus ma priorité. Donc il y a eu ça. Après, il y a eu mon père qui m'a eu au téléphone et qui m'a dit mais du coup, faudrait que tu changes d'établissement. Là, ça fait alerte dans mon esprit, j'ai dit ah oui, 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 effectivement, en effet. Il était là, et du coup, tu vas être muté? Ah oui. Oui, j'avais pas réfléchi ça non plus. J'avais pas réfléchi que c'est une mutation nationale. Et j'ai déjà été mutée de Toulon pour aller en région parisienne. Je me suis dit, déjà, ils sont capables de me mettre de la région parisienne à Marseille. Ils peuvent me ramener à Marseille. J'étais là genre, oui, ils sont capables. Parce qu'en fait, c'est pas comme les enseignants. Les enseignants, ils ont des points selon leur situation familiale, leur année d'expérience, ce genre de choses. Là, en fait, ça se joue au classement. Voilà, donc en fonction du classement, vous faites des demandes de poste. Bon, après, il y a des... Enfin, les lycées sont souvent plus demandés que les collèges, par exemple, donc des fois, on peut jouer sur ça. Les villes plus que les campagnes, voilà, on peut jouer sur ça, mais c'est au classement. Donc j'étais là, ah oui, bah je suis pas sûre, parce qu'en fait, même si le soleil me manque, même si mon cœur reste très attaché à ma région d'origine, je me suis fait des amis ici, je me suis recréé toute une vie ici, ça fait 7 ans que je suis ici, j'y suis bien en fait. J'y suis bien, j'ai Paris à côté, ça me permet de faire mes salons du livre, ça me permet tout ça. Je me suis dit, ah ouais, mais j'ai pas du tout envie de déménager. Et surtout, je suis vraiment très attachée à mes collègues de travail. J'adore mon établissement scolaire. On est peut-être un ovni dans l'éducation nationale, hein, mais moi, ils sont super gentils, je m'entends trop bien avec eux. Alors, je sais, on me dit et on m'a répété, tes collègues, tu les perdras pas, si ce sont des amis, tu les reverras. Tu ne fais pas ta vie avec tes collègues de travail. J'entends bien, oui, je suis d'accord, je ne fais pas ma vie avec mes collègues de travail. Rassurez-vous, ils vivent pas chez moi. Mais par contre, pour moi, c'est hyper important de m'entendre bien avec les gens. Et si je me lève le matin pour aller travailler, au-delà du travail en lui-même, c'est parce que je suis super contente d'aller là-bas. Je suis super contente de retrouver mes collèges, je suis super contente de retrouver mes élèves. Je suis super contente de retrouver la direction que j'ai actuellement, que j'aime beaucoup, voilà. Alors je sais, hein, le truc de dire j'adore mes collègues, j'adore mes chefs, j'adore machin, y en a beaucoup qui me disent non mais c'est bizarre en fait, cet attachement, nanani, nanana. Bah écoutez, ben moi je suis pas un robot. Voilà, moi je suis un être plein d'émotions. Désolée, excusez-moi, pardon. Oui, je suis attachée aux gens. Voilà, bon, bah voilà, on me dit c'est pas l'émotionnel, c'est pas ça qui doit compter en premier dans un choix. Ben d'accord, mais dans ce cas-là, enfin, qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui compte en fait? S'il n'y a pas l'émotionnel qui rentre en compte dans votre prise de décision, après, je veux bien entendre, il y a des gens, ils sont juste carriéristes, ils veulent augmenter dans le métier. Moi aussi, hein, je veux dire, je veux évoluer, je suis quelqu'un qui, encore une fois, j'adore faire plein de choses différentes. Mais en fait, je me suis rendu compte que, bah si, en fait, finalement, l'émotionnel, le personnel, ça peut avoir un impact. Et si c'est le personnel et le passionnel qui l'emportent sur une fonction, bah si. Donc, je reprends dans l'ordre de mon métier. Je me rends compte de tout ça, sauf qu'entre-temps, j'étais admissible. Et je me suis dit, bah par égard pour tous les gens qui sont admissibles, déjà, tu vas pas abandonner, c'est ridicule. Et en plus de ça, tente l'exercice jusqu'au bout. D'autant que je vous jure que j'étais persuadée qu'il ne me prendrait pas parce que j'étais trop jeune. Alors, peut-être que c'est un biais, c'est-à-dire que mes parents m'ont répété, ce n'est pas parce que... Enfin, mes parents, c'était deux sons de cloche, c'était « Non, mais tu es trop jeune, donc tu ne l'auras pas », et d'un côté « En même temps, tu es trop jeune, tu peux l'avoir ». Ouais, bah du coup,
Donc je sais qu'il y a, bon, il y a déjà une part de légitimité que moi je ne ressentais pas. C'est-à-dire que quand je suis arrivée à la préparation pour préparer l'oral blanc, je voyais tous les gens autour de moi et je me disais, waouh, ils font chef, genre ils font adulte. Et j'avais l'impression d'être un enfant perdu au milieu d'un océan d'adultes et je me disais, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? J'étais la seule qui appelait par leur prénom, j'étais là, bon, bah d'accord, enfin j'ai bien vu, enfin voilà, il y avait plein de personnes qui faisaient fonction, c'est-à-dire qu'ils étaient déjà sur les postes, je me disais, mais ils connaissent tellement de choses, ils sont tellement forts, enfin je vous jure, toute la préparation, j'ai passé mon temps à prendre des notes sur ce que les gens disaient. Je me disais, oh, c'est tellement bien ce qu'ils disent. Moi, c'est tellement nul ce que je dis. Donc, la première fois que j'ai fait la première préparation, je ne savais même pas ce qu'il fallait faire. Je regardais les gens, je me disais, mais je sais même pas ce que je dois faire à l'oral. Donc, pour remettre dans le contexte, l'oral, c'est 1 heure. Ça, je l'ai appris le jour de l'oral. Je croyais que c'était 50 minutes. Je suis une usurpatrice jusqu'au bout. Donc c'est 1 heure pendant laquelle il y a 10 minutes où vous présentez l'exposé de votre parcours professionnel, de vos compétences que vous en avez tirées, vos motivations, ce que vous voulez faire en tant que chef d'établissement, et 50 minutes de questions, dont des mises en situation sur comment vous vous comporteriez, comment vous régleriez tel ou tel souci. Et du coup, la première fois, vraiment, j'avais rien préparé parce que je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Je regarde un gars qui passe devant, je me dis, waouh, c'est trop bien ce qu'il fait. J'ai pris des notes et tout, je me suis dit, attendez, je vais faire machin et tout. J'ai improvisé un truc. C'était pas si nul, mais c'était pas génial. En plus, j'ai dit 2-3 trucs qui m'ont dit, non, non, dites pas ça. Tu dis, bah ouais, mais j'ai toujours rêvé d'être prof, donc on va te expliquer, du coup, si t'as toujours rêvé d'être prof, qu'est-ce que tu fais ici? Donc voilà, j'emmagasine tous les conseils. La préparation, il faut quand même savoir une chose, si vous souhaitez passer le concours de chef d'établissement, je pense que la préparation vous aidera. Et surtout, j'ai rencontré des gens qui ont aidé à la préparation, qui sont super bienveillants. Vraiment, il y avait des IPR, il y avait des proviseurs, il y avait des principaux, des gens super gentils. Enfin vraiment, il y avait vraiment ce truc de, bon, déjà peut-être parce que c'est un concours interne, mais on est déjà dans le même métier. Alors oui, il y avait des professeurs, il y avait des CPE, il y avait... Mais en fait, c'était vraiment... on est déjà dans l'éducation nationale, on est sur un concours qui est différent du CAPES, de l'agrégation, parce que c'est davantage en fait un recrutement, un entretien d'embauche qu'on vous demande de faire. Et vraiment, j'avais vraiment cette impression de on est entre pairs, on discute, on vous donne des conseils, et ils n'étaient pas du tout dans une notion de vous écraser, de vous juger, de vous regarder de haut, et ça c'était déjà très plaisant. Mais voilà, au cours de la préparation, je n'arrêtais pas de me dire, mais qu'est-ce que les gens que je regarde passer, parce qu'on était 3 à chaque fois, donc il y en avait un qui passait, et nous après, on pouvait prendre des notes, leur dire ce qu'on avait apprécié, quels conseils on leur donnerait. C'était super intéressant d'ailleurs d'entendre ce que les autres avaient pensé de nous et de pouvoir nous aussi rebondir. Mais vraiment, plus j'entendais les gens parler, plus je me disais, ils sont trop forts. Moi, je suis très nulle, je connais rien. Vraiment, les préparations que j'ai fait en truc blanc, il y a plein de fois où je regardais le jury, j'étais là, je sais pas. Enfin, je me disais, à un moment, il me dit, c'est quel code sur lequel, en fait, on trouve les infos? Moi, j'étais là, le code. Le code, le code, enfin, je me sentais dans Pirates des Caraïbes, vous voyez, genre, le code, c'est le code, enfin, j'étais là, le code de l'éducation. Bah oui, le code de l'éducation. Voilà, donc je me suis dit, va quand même jusqu'au bout de l'épreuve, même si j'arrêtais pas de me dire, je devrais pas aller à l'oral parce que au moins je prends 0 risque, voilà, parce que je me rends compte que non, je me sens pas prête, je crois que j'ai pas envie, je crois machin, mais je me suis dit, tu vas le regretter si tu vas pas au bout, tu vas regretter, ça te fait toujours un challenge, ça te fait toujours un exercice. Alors ça me prenait une charge mentale, vous pouvez pas vous rendre compte à quel point j'arrêtais pas de me dire, oh, c'est trop, j'aurais jamais dû faire ça, j'aurais jamais dû m'inscrire, enfin qu'est-ce que je fais là, mon Dieu, vraiment, c'est trop tôt pour moi, je suis contente d'avoir tenté le truc, mais je me disais, mais non, mais je me sens pas du tout capable, enfin... Et donc, je me dis, bon, allez, je vais jusqu'au bout. En plus, j'étais convoquée l'avant-dernier jour, donc j'ai eu le temps de stresser jusque-là. Et j'arrive, donc, à l'épreuve, pareil, j'étais là, genre, allez, ça sera bientôt terminé, ça sera bientôt terminé. Je me suis présentée, je me suis dit, enfin, j'avais quand même révisé, j'avais regardé les codes de trucs, j'avais regardé les réformes. Je me dis, au moins, enfin, ce qu'il faut, c'est que tu sortes de là en te disant, je n'ai pas été ridicule. J'ai fait ce que je pouvais, j'ai pas été ridicule, je suis trop jeune, et j'étais persuadée qu'ils allaient me dire, c'est bien, vous êtes bien mignonne. Revenez dans 5 ans, c'est bien, vous avez bien tenté. Vraiment, vraiment, vraiment. Genre, ça s'est très bien passé l'oral. Ils ont été très gentils, très bienveillants. Il y avait un IPR, 2 proviseurs, très 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 gentils. Des mises en situation où ils m'ont demandé, voilà, comment vous réagiriez, comment vous régleriez telle chose, qui vous appelleriez. Quand je savais pas, je leur ai dit clairement, là j'ai pas la réponse. Dans ce cas-là, je contacterai la cellule machin, je contacterai le référent, le conseiller technique de service, technicien vie scolaire, pardon. Voilà, je leur ai dit on peut s'appuyer sur telle ou telle chose. Même pour la réforme du lycée où ils m'ont posé des questions, j'ai dit écoutez,
Il m'a demandé un acronyme, j'ai dit je ne sais pas, je vais pas vous mentir et vous inventer quelque chose dont je ne sais pas. Je sais qu'il y a 12 mesures qui sont prises dans la réforme du lycée pro, je ne sais plus toutes ce qu'elles sont, mais si jamais j'étais amenée à venir dans un établissement scolaire, je procéderais ainsi. On m'a demandé pour la réforme là, qui est actuellement sur le choc des savoirs, sur le fait que ça bloque au niveau des professeurs, comment je ferais. On m'a demandé quel type de manager je voulais incarner, et moi j'étais là, je serais un manager collectif. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a des réformes, on n'aura pas le choix, on sera obligé, mais j'essaierai d'écouter chacun, je serai là pour les écouter. Moi, ce que je veux, c'est l'égalité des chances, c'est un établissement scolaire où on soit bien, parce que se sentir bien dans un bon climat scolaire, c'est quelque chose d'important. Et je suis sortie en me disant, ouah, ils vont se dire, elle est trop utopiste, c'est bon, on la prend pas, de toute façon, avec ses petits délires utopistes, c'est bon, vraiment, vraiment, je me suis dit, ils vont se dire, elle est trop jeune, et en plus, elle nous parle d'utopie, mais c'est ridicule. J'étais bien mignonne, je me disais, oh là là, j'étais là avec mes grands mots, l'éducation nationale, j'y crois, je vais changer le monde, oh là là, enfin, vraiment, vraiment, je vous jure, enfin, je me suis dit, au moins ils étaient gentils, ils m'ont regardé, ils m'ont souri, donc s'ils me mettent une mauvaise note, c'est pas grave, parce qu'ils étaient gentils. Voilà, et je me suis dit, bon, c'est fini, rentrons chez nous. Je rentre chez moi, 2 jours passent, et là je reçois un message, notification du coup des notes. Je me dis, bon, je vais regarder. Et là j'ouvre. Et là je vois marqué admis. Et là je panique. Et quand je vous dis je panique, je pense que c'est un euphémisme. C'est-à-dire que vraiment, vraiment, il y a eu le moment où j'ai fixé l'écran, où j'ai vu ça, où il y a eu une espèce de petit rire genre... Voilà. Après, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mon ami Marion, et j'ai tenté de communiquer, sauf qu'en fait, je me suis mise à pleurer, en disant « Mais ça va pas, mais ça va pas du tout, mais ça va pas du tout, mais... » Enfin, je sais plus ce que j'ai dit, en fait, parce qu'elle m'a dit que c'était incompréhensible, et qu'elle m'a dit « Je vais venir ». Voilà, donc j'ai passé la soirée à pleurer, j'ai passé la journée du lendemain à pleurer, et le problème, c'est que je ne pleurais pas de joie. Je pleurais de qu'est-ce que j'ai fait, en fait. Vraiment, 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 je vous jure, je n'ai jamais envisagé une seule fois l'idée qu'il me le donne. Vraiment, je suis allée au bout du truc en me disant, fais-le, tu vas regretter, fais-le juste pour le challenge, pour l'exercice, pour le machin. Mais vraiment, au fur et à mesure de la préparation, je me suis dit, je m'en sens pas capable aujourd'hui, maintenant. C'est-à-dire que on est venu me dire, mes félicitations, c'est certainement une opportunité, tu devrais la saisir parce que, bah voilà, c'est une chance qu'il ne faut pas laisser passer. Alors, oui, j'entends, et moi je me suis posé les mêmes questions, hein. Je me suis dit, est-ce que je vais faire quelque chose, enfin, est-ce que je vais le regretter si je laisse passer cette opportunité? Est-ce que cette opportunité, je pourrais pas la repasser plus tard, sachant que j'ai réussi le concours sans vraiment faire grand-chose à la base. Je me suis dit, bon, visiblement, c'est pas quelque chose que je suis incapable de faire, donc au pire, je peux le repasser plus tard. Après, on m'a dit tente l'année de stage, parce qu'une fois que vous êtes admis, en gros, vous avez une année de stage que vous faites sur un établissement, mais vous ne perdez pas votre poste. C'est-à-dire que je serai toujours attachée, enfin, j'aurais toujours été rattachée à mon établissement scolaire, avec la possibilité d'y revenir au bout d'un an si le stage ne m'aurait pas convenu. Sauf que même ça, en fait, j'attendais qu'une chose de ces résultats, c'était qu'on me dise « Ok, vous êtes bien battu, vous avez eu une note correcte, voilà, vous n'avez pas été ridicule, mais on vous prend pas. » Et je m'étais dit « Tant mieux, parce que je vais pouvoir... J'ai pris conscience de certaines choses, je vais pouvoir me concentrer sur mes projets, je vais pouvoir continuer dans mon établissement, mais en faisant d'autres choses, notamment... » j'avais vraiment envie de m'investir plutôt comme formatrice parce que je m'étais rendu compte que bah, finalement j'aimais bien l'enseignement et je voulais continuer à faire ça tout en faisant d'autres choses à côté, que j'avais des projets personnels. Et là, vraiment, mais c'était mon monde entier qui s'écroulait. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, mais tu es tellement ridicule, ma pauvre fille, et tu vas faire quoi maintenant? Enfin, j'étais là, je me suis dit, je vais décevoir tout le monde, les gens, ils vont m'appeler, ils vont me dire félicitations, ils vont me dire, on est fiers de toi, t'es génial, t'as réussi un concours, super, bravo, machin, c'est une opportunité à saisir, c'est pas grave si tu changes d'établissement, c'est pas grave si tu changes de ville, c'est pas grave si tu déménages, enfin... Et moi, j'étais là, genre, mais si, c'est ultra grave, vous comprenez pas, enfin... Je suis bien où je suis, en fait, Voilà, moi c'est ça, en fait, que cette année scolaire m'a appris, c'était que, en fait, j'ai eu vraiment ce moment de... je crois que j'en ai marre de mon métier, je crois que j'ai besoin de changer, je crois que j'ai besoin de faire autre chose, et en fait, ce que ce concours m'a appris, c'est que j'aimais bien mon métier et que j'étais pas prête à faire autre chose. Parce qu'à partir du moment, en fait, où c'était vraiment quasiment après avoir passé les écrits en début janvier, jusqu'à fin décembre, j'étais là, genre, ouais, machin, là. Et puis... je suis partie en vacances,
je suis revenue, j'avais beaucoup réfléchi, je me suis dit, bon, vas-y, tu t'es inscrite, enfin, vraiment, je m'étais inscrite, je me suis dit, vas-y, va aux écrits, tu vas pas, maintenant que tu t'es inscrite, que t'as dit aux gens que t'allais le passer, ne pas y aller. Ben vraiment, en fait, je me dis, c'était un effet domino, j'aurais jamais dû passer la première épreuve, j'aurais jamais dû passer la deuxième, en fait, parce que j'ai l'impression d'avoir été prise à mon propre piège, voilà, et qu'à la fin, on m'a dit, mais non, vous étiez très bien, et j'étais là, oui, d'accord, merci, c'est gentil, ok. D'autant que, voilà, des gens sont venus me dire, mais c'est quoi qui te fait peur? C'est le métier, c'est de ne pas en avoir les capacités. Non, enfin, sans prétention aucune. Je veux dire, à un moment donné, je pense que si ils m'ont admise au concours, c'est que j'ai les capacités et que celles que je n'ai pas, je peux les apprendre. Voilà, j'adore apprendre de nouvelles choses, je pense que je peux apprendre, c'est pas le souci. Là, mon souci, il est vraiment sur, mais en fait, c'est pas ce que je veux. Je sais que je peux. Je sais que je peux, voilà, je me serais prouvé ça avec le concours, je sais que je peux, hein. Mais c'est pas ce que je veux, en fait. Et vraiment, enfin, c'est vraiment ça, en fait, que ça m'a appris, ce concours, c'est que c'est pas ce que je veux. J'ai cette projection, je pense que j'ai toujours eu de ah ouais, je voudrais faire chef, et peut-être que je ferai chef plus tard, c'est pas le problème. Mais là, maintenant, tout de suite, c'est pas ce que je veux. Et en fait, vraiment, j'étais là, genre, et maintenant, je fais quoi? Est-ce que je fais l'année de stage? Est-ce que j'abandonne totalement? Est-ce que. Et vraiment, et en plus, je sais, il faut pas dire on est attaché à son travail, il faut séparer la vie pro de la vie perso, patati patata, les collègues sont pas des amis. Bah écoutez, moi mes collègues c'est mes amis, mon travail j'y tiens, l'environnement dans lequel je suis, le collège dans lequel je suis, j'y suis très bien. J'ai plein de projets que j'ai pas finis en fait, j'ai plein de trucs que j'ai envie de faire, et en plus de ça, j'aime beaucoup la nouvelle équipe de direction qu'on a, et j'aime beaucoup les projets qu'ils ont, j'aime beaucoup la manière dont ils managent l'établissement, j'aime beaucoup la façon dont ça se passe, et moi en fait j'ai envie de continuer avec eux. Et j'étais là, genre, je peux être adjoint stagiaire dans l'établissement? Non, je pourrais pas. Alors, même si je l'avais pu, je ne l'aurais pas fait parce que, enfin, me retrouver au-dessus de mes collègues de travail, ça n'aurait pas de sens. Enfin, mais vraiment, là, enfin, même la perspective de faire l'année de stage, en fait, je me suis dit, mais je ne veux pas. Je n'attendais qu'une chose de la fin de ce concours, encore une fois, c'était qu'on me dise, voilà, vous avez bien essayé, c'est bien, bravo, vous l'avez passé, vous avez tenté, revenez plus tard. Et en plus, je l'avais dit, même 3-4 jours avant, j'ai dit à mes collègues de travail, de toute façon, là, au moins, ça sera terminé. L'année prochaine, je ne le retente pas. On verra ça dans 5-6 ans plus tard. Mais voilà, après, ça m'apprendra hein, d'avoir voulu mettre la charrue avant les bœufs. Hein, voilà, je paye les conséquences de mes propres actes. Hein. Là, on est totalement d'accord sur la question. Hein. C'est bien la raison pour laquelle je me suis sentie totalement ridicule, en me disant, mais pourquoi? Voilà, à vouloir toujours chercher plus, à vouloir toujours te challenger, à vouloir toujours te dire ah trop bien, je vais passer des concours. Oui, ben, vous savez le genre de truc, genre mais non, on n'a pas un concours sur un malentendu. Bah si, il y a des gens, ils ont des concours sur un malentendu, si. Enfin, je préférerais gagner les concours d'écriture auxquels je participe et auxquels je perds toujours, mais non, faut croire que moi, ce que je réussis, c'est les concours de l'éducation nationale. Je crois que je vais me présenter à la grecque l'an prochain, je vais arriver, je vais dire sur un malentendu, ça peut passer. Je sais pas. Non mais voilà, ça, je vous avoue que le mot culpabilité a beaucoup résonné dans mon esprit, où je me suis dit, j'ai eu l'impression d'avoir volé la place de quelqu'un, ouais, j'ai eu l'impression d'avoir volé la place de quelqu'un, je me suis dit tout le monde va me détester, mes collègues ils vont me dire mais qu'est-ce que t'as foutu, mes chefs ils vont me dire mais qu'est-ce que t'as fait, je comprends pas, on était super contents pour toi, finalement tu nous dis que tu veux pas, enfin t'es une girouette, tu changes d'avis toutes les 3 secondes, ouais, mais parce qu'en fait je pense qu'il fallait que je tente le truc pour me rendre compte de ce que je voulais. Donc voilà, c'est un peu comme la phrase du Petit Prince, je ne sais plus exactement ce que c'est, mais vous savez cette phrase, alors je l'ai pris la dernière fois et je me suis dit, c'est pas exactement ça, mais je trouvais que c'était assez parlant et assez intéressant. Voilà, cette phrase qui dit, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Alors, c'est peut-être pas exactement ça, mais c'est l'idée de me dire, en fait, je pense que je visualisais pas tout ce que j'avais et que j'aimais déjà, et que le fait d'avoir failli le perdre... ça m'a conforté dans l'idée qu'en fait, bah si, j'aime bien toujours être prof en fait. Ouais, j'aime toujours enseigner. Donc ouais, les élèves des fois ils m'agacent, ouais, des fois c'est ennuyant, ouais, mais... Et puis j'aime trop le collectif. J'aime trop Ouais, j'aime trop le fait... Je pense que j'aime trop le collectif et j'aime trop... J'aime peut-être trop l'établissement dans lequel je suis, ça c'est vrai, je suis peut-être trop attachée aux gens dans lesquels je suis, ça c'est vrai, ok, je vais travailler ça d'un côté plus psychanalytique et psychologique, mais j'y suis bien en fait, et quand les gens vous disent « sors de ta zone de confort, challenge-toi, machin, gna gna », bah ouais, mais bon, en fait, au final, cette injonction à toujours sortir de sa zone de confort, pourquoi?
Pourquoi si c'est pour vous mettre dans une situation, en fait, finalement, après, je me retrouve à me rouler en boule et à pleurer en me disant « j'ai raté ma vie !» Voilà, donc dans les faits, ça m'apprendra à vouloir sortir de ma zone de confort. J'étais très bien dans ma zone de confort. Je vais retourner dans ma zone de confort, d'ailleurs. Enfin, je suis retournée dans ma zone de confort, d'ailleurs. Non, ça m'a appris des choses sur moi. Ça m'a appris que je suis une personne qui a besoin de changement et de faire de nouvelles choses, de nouveaux projets. C'est un fait, c'est ça ça me fait plaisir, ça me fait avancer, c'est ça qui me challenge au quotidien. Mais par contre, je pense que je peux me challenger sans bouleverser totalement ma vie, et que même si le métier de chef d'établissement continue à me plaire, je pense que je n'étais pas prête maintenant. Voilà, et c'est important aussi de s'en rendre compte, bah voilà, je m'en suis rendu compte, hein. Donc pour terminer en fait cette histoire, j'ai refusé l'affectation, donc j'ai refusé l'admission au concours, donc j'ai eu un concours que je n'ai pas pris, pour rester sur mon poste et pour rester prof. Voilà, donc ça aussi, dans ce que les gens ont tendance à dire, c'est il faut toujours aller plus loin, il faut toujours progresser dans sa carrière, il faut toujours chercher plus. Et je me dis finalement, des fois, en fait, il faut pas chercher plus. Des fois, on est bien dans ce qu'on a et il faut peut-être apprendre juste à apprécier ce qu'on a et à se rendre compte de ce qu'on a. Voilà, mais ça n'enlève rien au fait que j'ai un grand respect pour les chefs d'établissement, même pour les IPR, je vous avoue, ça vous fait repenser complètement en fait les métiers de tout un chacun, ça vous fait les voir complètement différemment et ça m'aura appris beaucoup de choses. Voilà, beaucoup de choses sur moi, beaucoup de choses sur eux, beaucoup de choses sur mon métier et ça m'aura appris que ben, d'une certaine manière j'aime toujours l'éducation nationale, mais que je peux peut-être toujours être utile en étant prof, alors bah, je vais rester une simple prof et puis j'y suis très bien en fait, et puis on verra plus tard si je veux autre chose plus tard. Et puis voilà. Voilà pour cette année rocambolesque. Je vous remercie de votre écoute jusqu'ici et je vous laisse à vos commentaires hein, si vous voulez en discuter. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.